Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 10 mai 2021. C'est notre avant-dernière de la saison. La saison va prendre fin lundi prochain. Ça va coïncider d'ailleurs avec la fin de la saison du Rocket de Laval qui va jouer son dernier match lundi prochain, le 17 mai. On va évidemment parler du Rocket au cours de notre émission, comme on le fait à chaque semaine. On a une entrevue à vous présenter avec pas l'entraîneur, mais le gardien de but Michael McNiven, qui est devenu par la force des choses le numéro un là, devant le filet du côté du Rocket avec la blessure de Carey Price à Montréal et le fait que Caden Primo est avec le Canadien présentement et Charlie Lindgren sur l'escouade de réserve. Ben, c'est McNiven qui se tape le gros du boulot. On va évidemment revenir sur la fin du tournoi du mondial des moins de 18 ans. Quelle performance de l'équipe canadienne qui a gagné la médaille d'or jeudi soir dernier, une quatrième médaille d'or dans l'histoire de ce tournoi. On a une entrevue à vous présenter avec le seul Québécois de l'équipe, Guillaume Richard. On lui avait parlé il y a quelques semaines. J'ai eu le bonheur de lui reparler de nouveau hier. Et pour faire le bilan un peu de ce tournoi-là, on va vous présenter ça un petit peu plus tard. Mais cette semaine, on va commencer avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que on est en pleine série éliminatoire en ce moment. Il y a deux pôles d'attraction, Québec et Shawinigan. À Québec, je vais vous le dire d'ailleurs, hier, je suis allé voir un match en personne. Ça faisait des lunes que je n'avais pas assisté à un match de hockey junior en personne. J'ai vu au centre Vidéotron le duel entre les Saguenay-Chicoutimi et les Remparts de Québec hier après-midi. Ça m'a fait du bien de renouer avec distanciation, avec masque, avec les recruteurs de la Ligue nationale qui étaient là pour, pour le match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de voir un match j'aime pas cette expression-là, là, en présentiel. C'était vraiment agréable de renouer donc avec l'action. Oui, j'ai vu des matchs sur place de la Ligue américaine, des matchs du Rocket depuis plusieurs semaines, mais au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, ça faisait vraiment un bon moment. Alors, je vous parle de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il y a deux choses importantes. Il y a les séries qui battent leur plein. Et aussi, demain, on va connaître l'équipe qui va avoir le premier choix de la prochaine séance de sélection, la loterie là, du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui va être présentée demain. Il y a 5 équipes qui sont en liste. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord, faisons le tour des séries éliminatoires, de ce qui se passe présentement dans la LHJMQ. Il y a 4 séries, quart de finale, 3 de 5 qui sont en marche. Val-d'Or et Mouski, les Foreurs, sans surprise, ont pris les devants 2-0 grâce à des gains de 6-2 et de 3-0. Les Foreurs ont joué 5 matchs depuis le début des séries. Là, si on additionne les matchs contre le Drakkar de Bécomo dans la première ronde et ces 2 matchs contre Rimouski, ils ont 255 tirs au but en 5 matchs. Ils en ont accordé 92. Alors, c'est une moyenne de 51 tirs par match. Les gardiens de but font ce qu'ils peuvent. Là, on a vu Lucas Fitzpatrick en première ronde et là, maintenant, c'est Creed Jones en deuxième ronde qui goûte à la médecine de cette attaque dévastatrice que celle des Foreurs. Maxime Tchaïkovic, 8 points. Samuel Poulain, 8 points. Ce sont les 2 meilleurs marqueurs des Foreurs jusqu'à maintenant. Et le gardien Jonathan Lemieux des Foreurs connaît de bons moments lui aussi. Pas face à beaucoup de lancers, mais il est très solide. Dans cette série-là, on a eu une petite frousse hier soir. On a appris qu'il y avait un joueur de Rimouski qui aurait peut-être eu un test positif. Finalement, ça s'est avéré être une erreur. Aujourd'hui, on a confirmé, là, quand je dis aujourd'hui, le 10 mai, tout dépendamment à quel moment vous nous écoutez, là, mais le 10 mai en matinée, la LHJMQ a confirmé que le match qui devait avoir lieu aujourd'hui va être finalement présenté demain après-midi à 13h à Québec, le match numéro 3 de la série Val-d'Or et Mouski. On a eu une crainte à un certain moment parce qu'on le sait, s'il y a des cas de COVID en série, ça veut dire l'élimination de l'équipe. Ça aurait été vraiment dommage qu'un cas à Rimouski ait des répercussions à Val-d'Or. Val-d'Or qui vise le tout pour le tout cette année, qui ont fait beaucoup d'acquisitions pour gagner la Coupe du Président. D'ailleurs, parlant des Foreurs, Nathan Légaré a été choisi joueur de la semaine dans la LHJMQ. 2 buts et une passe en 2 matchs. Il a été l'employé modèle. Donc, Val-d'Or mène 2-0. Match numéro 3 de cette série sera présenté mardi après-midi plutôt à Québec. L'autre série dont on a suivi un petit peu ce qui s'est passé à 2 matchs de jouer, ce sont les Saguenay-Chicoutimi qui mènent 2-0 face aux Remparts. Ils l'ont emporté 5-0 et 3-2 dans le match d'hier après-midi, un match que j'ai assisté. Pierrick Dubé, l'ancien des Remparts, qui joue maintenant pour les Saguenayens, a fait mal à son ancienne équipe. Il a marqué le but qui s'est avéré, le but de la victoire. Il a 9 points du B en 5 matchs depuis le début des séries. Dawson Mercer en a 10. Hendrix Lapierre en a 7. Ce sont les 3 gros canons des Saguenayens là, qui vont bien présentement. Alors, les Remparts qui vont faire face à l'élimination dès ce soir, match numéro 3 qui est présenté toujours au centre Vidéotron. Chicoutimi qui va tenter de devenir la première équipe à se qualifier pour le carré d'as.
Victoriaville-Boisbriand, ben, ça a lieu en après-midi. Donc, au moment où j'enregistre cette émission, là, je vais vous tenir au courant tantôt en fin d'émission du pointage entre les Tigres de Victoriaville et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Tigres ont vu l'Armada gagner le premier match 4-3 en prolongation. C'est un but de Benjamin Corbeil en infériorité numérique. Ça fait mal. Perdre un match en infériorité numérique en prolongation en série, Corbeil qui s'est échappé pour déjouer le gardien Nicolas Ortubise et donner les devants à Victoriaville, à Blainville-Boisbriand plutôt 1-0 dans cette série. L'histoire du côté de l'Armada, c'est le gardien de 16 ans, Charles-Édouard Gravel. Moyenne de 1,99 depuis le début des séries, taux d'efficacité de 916. Il a 4 victoires en 4 départs depuis que Bruce Richardson lui a fait confiance à partir du match numéro 2 de la série contre Gatineau. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'en saison régulière, il n'avait gagné que 3 matchs, Gravel, en 7 sorties. Et là, il a déjà une victoire de plus en série qu'en saison régulière. Alors, il est devenu, là, pour l'instant du moins, l'homme de confiance de l'Armada devant le filet. Olivier Adam avait connu une très bonne saison. Pour l'instant, il doit se contenter d'un rôle de réserviste. Alors, je vous tiens au courant, Victoriaville-Boisbriand, là, à la fin de l'émission, je vous donnerai un pointage. On devrait avoir à peu près près de 2 périodes découlées. La quatrième série, ben, c'est la série des 2 équipes des Maritimes. Elles se disputent à Shawinigan. Les Islanders de Charlottetown ont pris les devants 2-0 face aux Titans d'Acadie Bathurst grâce à des gains de 3-0 et de 7-5. Le match numéro 3 de cette série aura lieu demain. On s'inquiétait un peu du côté des Islanders de Charlottetown avec 3 semaines d'inactivité, eux qui n'ont pas participé au tournoi à la ronde qui avait lieu en première ronde avec les équipes du Nouveau-Brunswick. Du côté du Titan, ben, Riley Kidney va vraiment bien avec 16 points en 8 matchs. MacArthur va bien également, 6 buts en 8 matchs, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Là. La grosse machine des Islanders de Charlottetown, qui a terminé au premier rang du classement général en saison régulière, mène 2-0 et pourrait, elle aussi, dès demain, se qualifier là, pour la ronde demi-finale qui sera présentée dans une bulle protégée à Québec. Et question d'avoir le pouls un petit peu de ce qui se passe du côté de Charlottetown, ben, j'ai rejoint tantôt à sa sortie de la patinoire les Islanders qui se sont entraînés là, de 11h à midi sur la glace du centre Gervais-Auto à Shawinigan. J'ai fait un brin de discussion avec l'attaquant Patrick Guay des Islanders de Charlottetown. On vous présente ça à l'instant. Peut-être un élément d'inquiétude un petit peu, là? Ouais, ben d'après moi, c'est sûr que la première game, il y avait un peu de stress, un peu de nervosité de la part de notre club. Ben, je vous en parlais un petit peu plus tôt dans l'émission. Il est là. Notre invité, c'est l'attaquant Patrick Guay des Islanders de Charlottetown. Patrick, première question, comment ça a été le retour? Là? Vous avez bénéficié d'un laissez-passer dans la première ronde. Vous avez été quoi, 3 semaines sans jouer, puis là, d'être obligé de partir, s'en venir à Shawinigan pour disputer cette série-là contre Bathurst. Est-ce qu'il y avait peut-être un élément d'inquiétude un petit peu, là? Ouais, ben d'après moi, c'est sûr que la première game, il y avait un peu de stress, un peu de nervosité de la part de notre club, puis un peu de rouille, si on peut le dire comme ça. On va pas se le cacher, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué, qu'on n'avait pas eu un adversaire. Donc, je pense qu'on s'est quand même bien déroulé pour la première game. Pareil. Comment l'équipe a réagi quand on a appris qu'on était obligé de venir à Shawinigan pour jouer la série contre Bathurst, que ça ne pouvait pas se faire à la maison? Hein? Les gars, on était excités. Là. On joue au hockey, puis c'est des hockey des séries. Fait on était tous très excités, puis on avait très hâte que ça commence. Là. Il n'y avait pas de déception du fait qu'on n'aurait pas. Il y avait quoi, quand même 800-900 spectateurs qui allaient à vos matchs là, en saison, vers la fin de la saison? Ouais, c'est sûr que le fait qu'il y ait environ 1000 spectateurs à nos games à la maison, c'était vraiment le fun, puis c'était un élément clé pour nous autres cette année. Mais en même temps, là, on est arrivé ici, je pense, vendredi, c'est jeudi, puis là, on joue, puis on a oublié ça, là, fait qu'on se concentre sur nos séries. Là. Comment ça va se passer, Patrick, en supposant que vous battiez Bathurst? Il faut que vous restiez au Québec tout le long. Là. Vous êtes peut-être parti pour un mois et demi, là, si j'ai bien compris, c'est ça? Là? Ouais, on a tout fait nos valises, on est tous venus en autobus, puis si on réussit à finir Bathurst demain, ben on va rester au Québec, on va s'en aller à Québec pour l'autre bulle là-bas. Là. Ouais. OK. Dis-moi, Patrick, est-ce que dans votre équipe, ça nous fatigue un petit peu d'entendre que vous avez une bonne fiche parce que vous avez juste joué contre Cap-Breton puis Halifax cette année? Honnêtement, on se concentre pas là-dessus. On sait que oui, on a juste joué contre Cap-Breton puis Halifax pour la plupart de la saison, mais
une chose qu'on peut répondre à ça, c'est qu'on les a gagnés, ces matchs-là, puis c'est ça qui compte. Puis, non, c'est ça, on s'en fait pas avec ça. C'est du passé, tout ça. Puis je pense qu'on est en train de montrer dans cette série-là de quoi on est fait vraiment. Là. Parle-moi des 2 premiers matchs. 3-0 le premier match. Hier, je regardais les séquences. Vous avez pris devant rapide 3-0. Est-ce qu'on s'est dit, oups, ça va être facile? Puis finalement, Batters vous a surpris un petit peu? Là? Ouais, on a pris une grosse avance dans la première période. Je pourrais dire, ils nous ont quand même assez surpris en deuxième. On a peut-être relâché un peu, mais on a refocus entre la 2 et la 3. Puis l'important, c'est qu'on aille chercher la victoire à la fin de la ligne. Toi, personnellement, là, la saison qui s'est passée, ça a été rock'n'roll avec la transaction, puis tout ça, les cas de COVID, comment je dirais ça, les périodes d'isolement, on a pris de la maturité, j'imagine. Là? Ouais, c'est de la maturité et c'est de l'expérience. C'est une saison qu'on va se souvenir toute notre vie. Des quarantaines, des cas de COVID. Des fois, tu es 2 semaines arrêté à cause de. Il y a eu un cas dans une équipe, peu importe, mais ça forge un caractère, puis comme tu as dit, ça te donne la maturité comme joueur de hockey. Là. Est-ce que vous avez l'impression là, que vous avez tout ce qu'il faut? Là? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir jouer les clubs du Québec un peu, le Val d'Or, Chicoutimi. Je sais que vous ne les avez pas affrontés, là, mais ces deux équipes-là sont quand même en bonne position là, pour accéder au quart et d'as. Quand vous comparez votre équipe avec ces formations-là, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, personnellement, moi, je me concentre vraiment sur notre équipe. Puis les équipes comme Val d'Or, Chicoutimi, oui, on les a regardés jouer un peu. Puis on a vu une couple de séquences de leur but puis tout, puis leur fiche et tout, mais on se concentre vraiment sur nous autres. Puis en ce moment, je crois qu'on fait vraiment une belle job en tant qu'équipe à rester soudés ensemble puis à s'entraider. Donc, on verra rendu là quand il va être le temps de se comparer aux autres équipes. Là. Au-delà de la COVID puis tout ça, la transaction, quand c'est arrivé, est-ce que tu as eu de la difficulté à t'intégrer là-dedans ou ça s'est bien passé quand même, partir de chez toi, dans le fond, là, puis t'en aller dans les maritimes? Là? Ouais, ben, tu sais, au début, c'est tout le temps une petite adaptation, excuse. Puis l'important, c'est de se faire des nouveaux coéquipiers, des nouveaux amis ici. Puis je pense que je me suis bien intégré avec le groupe. C'est sûr qu'il fallait que je fasse une quarantaine de 14 jours en arrivant à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'était assez long, mais quand il est venu le temps de jouer au hockey, je me suis très bien intégré avec les gars et avec l'équipe. Ben écoute, Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Puis on va voir si, comme on dit, les Islanders sont capables de rivaliser. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai parlé avec des recruteurs, puis on me dit ça va être difficile de vous battre. Là. Alors, j'ai hâte de vous voir jouer en personne. Merci beaucoup, Patrick. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, salut. Merci. Voilà l'attaquant, donc Patrick Guay des Islanders de Charlottetown, qui a été acquis du Phoenix de Sherbrooke en retour de Justin Gill et de 2 choix de première ronde. Ça se passait le 17 janvier dernier. Avec les Islanders, il a récolté 22 points en 23 matchs en saison régulière et il a 3 points jusqu'ici en 2 matchs dans la série contre le Titan d'Acadie Batters. Cette série-là qui se poursuit demain à Shawinigan. Le Titan qui, après avoir gagné le tournoi à la ronde des équipes du Nouveau-Brunswick, fait maintenant face à l'élimination. Il faut que je vous parle de la loterie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comme je le disais, c'est demain qu'on va connaître l'équipe qui aura le premier choix de cette séance de sélection 2021, qui ne sera pas facile pour les équipes de la LHMQ parce qu'on n'a pas eu de hockey Midget 3 au Québec cette année. Alors, c'est difficile de concevoir comment on va être capable de bien travailler sur cette séance de sélection-là. Il faut se fier aux données qu'on avait emmagasinées l'an dernier sur ces joueurs-là qui étaient un an plus jeunes. Ce ne sera pas évident. Rappelons donc les probabilités de cette loterie-là. Le Drakkar de Bécomo, qui a terminé au 18e rang, a 43 des chances de remporter la loterie, aura 9 boules sur les 21 du boulier, donc dans le boulier, dans les petites balles de ping-pong, comme on dit. Les Eagles du Cap-Breton, qui ont terminé 17e, auront 28 des chances de gagner le premier choix. Le Phoenix de Sherbrooke, qui a terminé 16e, aura 14 des chances de remporter la loterie avec 3 boules sur 21. En 15e position, c'est l'Océanique de Rimouski qui aurait dû être là, mais on a cédé ce choix-là aux Remparts de Québec. Donc, les Remparts ont 2 chances sur 21, 10 de gagner le premier choix. Cette transaction-là, c'est celle qui avait envoyé Andrew Coxhead à Rimouski l'an passé en retour donc de Cole Cormier et d'un choix de première ronde. Et l'équipe, la 5e équipe qui sera dans le boulier, ça devait être les Wildcats de Moncton qui ont terminé au 14e rang. Mais ce choix appartient maintenant aux Mooseheads d'Halifax qui auront donc une chance sur 21, 5
d'obtenir le premier choix. Et la raison de cette transaction-là, c'est l'acquisition l'an dernier de l'attaquant Benoît-Olivier Gros. Depuis 2004, qu'on tient une loterie dans la LHJMQ et depuis 2017, qu'on tient une loterie selon le format actuel. Donc, ce sera la 5e année qu'on tient une loterie à 5 équipes. Et au cours des 4 premières présentations, jamais l'équipe qui avait le plus de chances, 43 n'a réussi à gagner le premier choix. Donc, Bécomo est peut-être dû cette année là, pour garder ce premier choix-là. On se souvient, la première année de cette loterie-là, en 2017, c'est Rimouski qui l'avait emporté avec 14 des chances. Ça avait permis à l'équipe de mettre la main sur Alexis Lafrenière. En 2018, les Saguenayens n'avaient que 9 des chances et avaient gagné la loterie pour sélectionner Hendrix Lapierre. En 2019, les Sea Dogs ont gagné avec seulement 5 des chances. Ils avaient sélectionné Joshua Roy. Et l'an dernier, c'est l'équipe qui avait 28 des chances, donc les Olympiques de Gatineau, qui ont gagné la sélection et qui ont pu choisir Tristan Luneau, le défenseur. Donc, dans l'histoire, là, dans les 5 dernières années, les 4 autres positions que l'équipe qui a eu le plus de possibilités a remporté. Donc, une fois, c'est la 17e, une fois la 16, une fois la 15, une fois la 14. Les mathématiques voudraient cette année que ce soit autour du Drakkar de Bécomo d'avoir le premier choix. Bref, on va connaître ça demain. On va vous tenir au courant, bien évidemment. Ça va être présenté, évidemment, en virtuel, là, parce qu'on ne peut pas être sur place pour tenir la loterie. Donc, on vous parle de tout ça au cours des prochains jours sur les médias sociaux et bien sûr à Sport 30. On va maintenant parler de la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval, qui a subi, on n'a pas dit ça souvent cette saison, qui a subi 2 défaites la semaine dernière. Mardi, s'est incliné 4-3 en prolongation face aux Marlies de Toronto. Et vendredi, 4-3 en temps réglementaire face aux Sénateurs de Belleville. Si on vient au match de mardi dernier, c'était spectaculaire. Là. Le Rocket qui est allé de 60 tirs au but dans le match avant de s'incliner en prolongation, un but de Nick Pétan. Laval a complètement dominé ce match-là, frappé 5 poteaux dans le match, aurait mérité un meilleur sort, mais est sorti de là avec une défaite de 4-3. Vendredi, c'était un petit peu plus difficile. On sentait là, qu'il manquait des effectifs. Yannick Veilleux, qui avait été suspendu du match de mardi, n'a pas joué vendredi. Vendredi, on est obligé d'y aller avec 11 attaquants et 7 défenseurs du côté de Joël Bouchard. Ça a permis le premier but en carrière du défenseur québécois Terrence Amorosa, qui a été le joueur inséré dans l'alignement pour remplacer Yannick Veilleux. Mais bon, le résultat des courses, ça a été 2 défaites. Le Rocket qui s'est quand même assuré mardi dernier le trophée Frank Matters pour le championnat de la division canadienne de la Ligue américaine en 2020-21. Alors, il est assuré de terminer au premier rang, peu importe ce qui va arriver dans les 5 derniers matchs. Et Tristan, lorsque Terrence Amorosa a marqué mardi, c'était le 26e joueur différent qui marquait au moins un but pour le Rocket cette année. Au total, le Rocket a utilisé 38 joueurs en 31 matchs. Alors, c'est tout à l'honneur du Rocket, là, comme on dit, cette situation qui est loin d'être évidente. Et cette semaine, j'ai eu le goût de me pencher un petit peu sur le travail des gardiens de but. En 31 matchs cette saison, Caden Primo en a joué 14, Michael McNiven en a joué 11 et les 6 autres matchs, 3 chacun pour Vassili Demchenko et Charlie Lindgren. Dans le cas de McNiven, sa saison de cette année est un petit peu plus tranquille que celle de l'an passé où il a dû changer d'équipe à plusieurs occasions. Il s'est promené dans la ECHL parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à Laval avec Lindgren et avec Primo. Michael McNiven, qui est devenu papa, incidemment, au cours des derniers mois, semble beaucoup plus serein maintenant. Et hier, j'ai fait un petit brin de jazzette avec lui. Alors, je vous présente cette entrevue-là. Évidemment, c'est en anglais. On traduira les propos au retour. Donc, le gardien, Michael McNiven du Rocket de Laval. Plutôt, notre invité, c'est le gardien du Rocket de Laval, Michael McNiven. Michael, first of all, thank you for being with us at our show. Tell me about your season personally. Everybody talks about, the Laval Rocket had so much success this year. But for you personally, are you happy with the way things for you after, I would say, that tough year last year? I think, everything's heading in the right direction for me. I think, I'm starting to give myself a bit of a better chance, game in and game out with my work ethic away from the game itself, whether it's at home or in the gym or even in practice here. So, every day's a work day for me, and every day's a positive mindset, and I just work harder every day and try and get better for the next game.
Just the fact that you played for only one team this year. I mean, last year was a lot of traveling, a lot of we don't know what's going to happen next week. Now, this year was a little bit more comfortable. You would say? Yeah, it was nice to definitely be home, especially having my daughter now. So Yeah. was they probably would have moved with me regardless of the situation wherever I ended up. But it's nice to be home, and calling Montreal my home now for about 5 years. So it's just nice to stay put and be around the team here with the Montreal Canadiens organization. How you see the couple of next weeks coming? You're a restricted free agent at the end of the season. How do you see things for you? Do you plan? You think there's going to be an offer from Montreal? Did you talk about that a little bit, or? Not that I know of really. I know they're pretty happy with me, and it's all positive stuff. I mean, I'm working hard every day, so I mean, I'm trying to give them really no option other than to try and keep me, and then that's the idea here. And I want to be in Montreal, and hopefully one day I do get an opportunity up top. But for now, I just want to focus on getting my game better and being ready for any opportunity that I'm given. You still think it's a good place for you, even with Carey Price and Jake Allen and Caden and stuff like that? Yeah, it's definitely a tough lineup to get cracked, but Yeah. anything's possible. It's like I said, different mindset the last few years for myself. So it's been a lot more positive, and every year I feel and seem to just be getting better. So I want to keep doing that, and just trying to play as consistent as possible, and stay in the net as long as possible. Okay. We'll talk about this season. When Carey was injured, you had the chance to play a little bit more. And would you say you improved a lot this year because of that, because of the amount of games you played, and the fact that it was like you were not coming in the dressing room every day, said, "Well, am I going to be dressed tonight or whatever?" Well, that's could be part of it, but like I said, I think the big thing is my mindset every day. It doesn't matter if we've lost the night before, or I take my few minutes to grieve after it, and review the game or whatever it is. But the next minute is straight to a positive mindset, and every opportunity, whether it's on the ice, in the gym, it's always an opportunity to get better. So I got to make the most of it. Like I said, whether it's in the gym or on the ice. There's a lot of people watching the Rocket, but not necessarily aware of every details. Your number three makes a lot of the discussion. Say, well, we're not seeing a goalie with number three very often. I would say not in Canada. Sometimes in Europe you can see that, but you wanted to make that honor to your daughter. Could you explain where it's come from? Yeah, my daughter was born October 3rd this year, 2020. So I think number 40 before was for my grandfather. His favorite player was Bobby Orr, and I put the zero on it to make it look like a half decent goalie number. And I think I wanted to make myself stand out a little bit more, and just honor that to my daughter, who I think I need to start playing for me, my family, and myself now, and instead of trying to make everyone else happy. How tough it was when Marco had to leave to go with the Montreal Canadiens, and you were like left alone there. Yeah, it was definitely a little bit harder, but um, like I said, I'm much more positive, much more prepared now to do my own stuff in the gym, off the ice, on the ice, wherever it is. Like I said, so for me, it doesn't really, it didn't really affect me, because regardless of what day it is, I'm coming in, I'm doing the same thing, I'm working hard, I'm working 120% at all times. So it's always nice to have them around, but it doesn't really make a big difference. 5 games left. How you see that, knowing that there's no playoffs and there's nothing really to win, and as far as standings and stuff like that. So how you see those 5 games left? I think it's the end of the year, and it's the time that you come out to get the last couple eyes on you, and get a couple looks. So nothing changes, I don't think, from a team standpoint, or myself. I think
I'm going to keep working the same as I've always been all season long, and until that last whistle and that last buzzer. Joel keeps telling us that he's challenging the players all the time. What kind of challenges he gives to you guys to make sure you're still on your toes all the time? Well, Joel's Joel. I'm sure we all know him now. So, he's a competitor. He wants to win game in. He doesn't care if it's playoffs or not. He just wants to win. So, not necessarily guys are slacking or anything, but he's going to push us to our limits, and he's going to push us on past our limits. So, I think that's part of the reason why we have so much success right now. He's making us work hard 24/7 and not really giving us an inch to take a break or a day off here or there. He always wants us going 100% of the time, and I think that's a big thing and a big reason why we're winning so much. Well, Mike, thank you very much for having this time with us. Congratulations for this season you guys have. Personally and all the team, it was really fun to follow the team this year. Thank you very much. Thank you so much. Voilà donc le gardien Michael McNiven. Pour résumer un peu l'entretien, il dit je travaille fort à tous les jours cette année. Se considère chanceux de ne pas avoir eu à se promener d'équipe en équipe cette année, comme ce fut le cas l'an passé. Il dit pour moi, Montréal, c'est maintenant chez moi, c'est ma ville depuis les 5 dernières années. Et surtout depuis qu'il a eu sa petite fille. D'ailleurs, je lui en ai parlé. Elle est née le 3 octobre 2020. C'est pourquoi il a décidé de porter le numéro 3. Il dit qu'auparavant, il portait le numéro 40 en raison du fait que Bobby Orr, qui portait le numéro 4, était le joueur préféré de son grand-père et voulait faire un numéro de gardien de but, comme on dit. Alors 40, ça passait. Mais là, il a décidé d'y aller vraiment avec le 3. Pour honorer sa petite fille, donc, comme je disais, qui est née en octobre dernier. Il est joueur autonome avec restriction à la fin de la saison. Il ne veut pas donner le choix aux Canadiens de ne pas lui offrir un nouveau contrat. Et de la façon dont ça se passe pour moi, je pense que je ne leur donne pas le choix. Je lui ai quand même posé la question qui était peut-être la plus difficile. Avec Carey Price, avec Jake Allen, avec Caden Primo devant lui. Il y a toujours Charlie Lindgren dans le portrait aussi qui termine son contrat. Est-ce que pour lui, c'est encore le bon endroit à être dans l'organisation? Il dit que c'est sûr que ce n'est pas un alignement facile là, pour gravir les échelons, mais on ne sait jamais, tout est possible. Il joue beaucoup plus pour lui maintenant, dit depuis qu'il est rendu père de famille. Pense beaucoup plus à sa situation à lui. Et ça l'aide à bien performer. Il a une belle fiche cette année quand même, là, 7 victoires, 2 défaites et 2 défaites en bris d'égalité, une moyenne de 2,49. Et à la toute fin, je lui parlais, il reste 5 matchs à jouer pour le Rocket. Comment Joël Bouchard réussit à maintenir la motivation. On connaît tous Joël, son intensité, la façon qu'il a de parler aux joueurs, ça nous tient toujours sur le qui-vive. On ne veut pas s'endormir, évidemment, avec le fait qu'on n'a pas d'enjeu, pas de séries éliminatoires cette année. Alors, c'est un peu ça, donc, l'entrevue avec Michael McNiven, qui est toujours sympathique. Moi, j'ai connu lorsqu'il évoluait dans la Ligue junior de l'Ontario avec l'attaque d'Owen Sound. Faut-il rappeler qu'il avait été choisi le gardien par excellence de la Ligue canadienne de hockey il y a quelques années. Donc, McNiven, on verra bien ce que l'avenir lui réserve, si c'est avec l'organisation du Canadien ou si c'est dans une autre organisation. Pour compléter, sur le Rocket va terminer son calendrier de 36 matchs lundi prochain. Alors, les prochains rendez-vous dans le cas du Rocket, c'est demain et mercredi à Toronto contre les Marlies. D'ailleurs, demain soir, RDS va vous présenter ce match en provenance de Toronto demain soir. Et par la suite, il y aura le week-end, vendredi soir au Centre Bell, samedi après-midi, 2 matchs qui seront présentés sur les ondes RDS à 19h vendredi soir, à 15h samedi après-midi. Et le tout va se terminer lundi prochain, cette fameuse saison de 36 matchs, donc qui sera terminé pour le Rocket de Laval. Les nouvelles dans la Ligue américaine, quand même importantes. Il y a 3 petites choses qu'il faut mentionner. D'abord, il n'y aura pas de séries éliminatoires pour la plupart des équipes de la Ligue américaine. Ça, c'était déjà réglé. Mais la section du Pacifique, elle a décidé, avec ses 7 formations, de tenir un petit tournoi supplémentaire en fin de saison pour tenter de trouver un champion comme des séries éliminatoires de la section Pacifique. Alors, il y aura un petit peu plus de matchs pour ces 7 formations-là. Les Canucks de Vancouver ont annoncé cette semaine qu'ils déménageaient leur club-école de Utica dans l'État de New York à Abbotsford, en Colombie-Britannique, ce qui fait pas mal plus de sens.
de rapprocher le club école comme le font la majorité des équipes de la Ligue nationale. Donc, ce qu'on connaissait comme étant les Devils de Utica, ce qu'on connaissait comme étant les Comets de Utica vont devenir les quelque chose d'Abbotsford. On n'a pas encore le nom de l'équipe. D'ailleurs, Abbotsford a déjà été dans la Ligue américaine, le club école des Flames de Calgary il y a quelques années. Avant qu'on déménage à Stockton, on avait tenu l'équipe à Abbotsford pendant quelques saisons. Le mouvement va permettre aux Devils du New Jersey de déménager leur club école de Binghamton à Utica. Alors, l'équipe va conserver le nom des Comets de Utica, mais sera maintenant le club école des Devils du New Jersey au lieu de celui des Canucks de Vancouver. La ville qui se retrouve orpheline, c'est Binghamton dans tout ça. Binghamton, qui a toujours été une bonne ville de la Ligue américaine. Pour l'instant, il n'y a plus rien là, de la Ligue américaine à Binghamton. Est-ce qu'on aura une équipe de la ECHL? Peut-être, c'est possible. Est-ce qu'il y aura tout simplement une saison où il n'y aura pas de hockey là-bas, puis éventuellement une autre organisation de la Ligue nationale va vouloir déménager à Binghamton? Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans les concessions de la Ligue américaine de hockey. D'année en année, ça change. On l'a vu avec le Canadien qui est passé de Hamilton à Saint-Jean-Terre-Neuve à Laval. Ça bouge presque chaque année. C'est très, très rare que la Ligue américaine a 2 saisons de suite avec exactement le même nombre d'équipes aux mêmes endroits. On voit presque jamais ça. Alors, ça complète donc notre segment sur la Ligue américaine. Je vous rappelle le prochain rendez-vous du hockey du Rocket demain soir sur les ondes de RDS. Je veux revenir sur le mondial des moins de 18 ans qui s'est terminé jeudi au Texas par la victoire du Canada en grande finale 5-3 contre la Russie. Le Canada qui l'avait emporté 8-1 contre la Suède en demi-finale et 10-3 contre la République tchèque en quart de finale. Ça a été un tournoi extraordinaire pour la formation canadienne qui est demeurée invaincue seulement pour la deuxième fois de son histoire. Et ce qui est phénoménal, c'est que l'équipe a marqué 51 buts en 7 matchs et n'en a permis que 12. Alors, il fallait revenir sur cette compétition-là. Il faut revenir sur les prouesses des jeunes joueurs de l'équipe canadienne. Je vais commencer par Shane Wright, 16 ans seulement, 9 buts et 5 passes pour 14 points en 5 matchs seulement parce qu'il a raté 2 matchs dans le tournoi. Il a terminé au deuxième rang des pointeurs, mais n'eût été son absence face au Bélarus et à la Suisse. J'ai comme l'impression à la Lettonie et à la Suisse, j'ai comme l'impression qu'il aurait terminé au premier rang des compteurs. Il est admissible seulement pour la séance de sélection de 2022. Et que dire également de Connor Bedard, qui lui est admissible seulement en 2023. 7 buts, 7 passes dans le tournoi en 7 matchs. Il prend le troisième rang des pointeurs du tournoi. C'est le Russe Matvei Michkov qui a terminé premier, qui a été assez exceptionnel lui aussi avec 12 buts dans le tournoi. S'est approché à 2 du record seulement, co-détenu par Alexander Ovechkin et Cole Caulfield, 14 buts dans un tournoi. Il y a plusieurs internautes qui m'ont posé la question, est-ce qu'il va venir jouer dans la Ligue canadienne de hockey l'an prochain? C'est pas impossible. Il y a peut-être une équipe qui va prendre une chance, mais j'ai l'impression que ça va coûter cher de le sortir de la Russie pour l'amener jouer au Canada l'an prochain dans la Ligue canadienne de hockey. Mais ce serait toute une attraction s'il fallait qu'une équipe au Québec ou en Ontario ou dans l'Ouest réussisse à aller mettre la main dessus. Ce serait assez phénoménal. J'ai bien aimé les performances des Suédois Fabian Lysell et du défenseur Simon Edvinsson, qui, selon moi, pourrait bien être le tout premier choix de la séance de sélection de 2021, celle de cette année. Il y en a d'autres du côté canadien qui ont impressionné également pour le repêchage de 2021. Je pense au Pinelli, au McTavish notamment. Le défenseur Brent Clark qui a été très bon aussi. Bref, cette édition canadienne, moins de 18 ans de 2021, va demeurer, là, pour moi en ce moment, en tout cas, là, en 22 tournois, c'est la meilleure édition que le Canada a envoyée à ce tournoi-là. C'était une 4e médaille d'or après les conquêtes de 2003, 2008 et 2013. Et la grande déception de ce tournoi cette année, c'est la 5e position de l'équipe américaine qui, rappelons-le, joue toute l'année ensemble. L'équipe des moins de 18 ans, ce n'est pas comme au Canada là, où les joueurs sont dispersés un petit peu partout. Aux États-Unis, cette formation-là joue ensemble toute la saison. Et se contenter d'une 5e place, exclu du podium pour la première fois en 16 ans, c'est assurément une amère déception, surtout que le tournoi était présenté aux États-Unis. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté une entrevue avec Guillaume Richard, ce défenseur québécois originaire de Cap-Santé qui a évolué cette année pour le Storm de Tri-City dans la USHL aux États-Unis. Il était le seul représentant québécois de l'équipe canadienne au Texas parce qu'on n'avait pas permis aux joueurs de la LHMQ qui étaient en séries éliminatoires de pouvoir être libérés pour représenter le pays. Guillaume Richard a terminé le tournoi avec aucun point. Aucun but, aucune passe. Il a terminé au premier rang du tournoi pour les plus et moins, plus 14. Il a connu un match de plus 6, notamment dès le départ contre la Suède.
il a joué de façon régulière. Il a raté un match en raison d'une légère blessure. Alors, on lui a parlé hier. Voici cet entretien avec le défenseur québécois Guillaume Richard, un espoir pour la séance de sélection de 2021. Alors, notre seul représentant québécois, Guillaume Richard. Premièrement, Guillaume, félicitations. Merci d'être avec nous. C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez accompli, là. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Guillaume, parle-moi de cette expérience-là. T'avais eu, lorsqu'on s'était parlé il y a quelques semaines, dans le cadre de notre émission, tu disais que ton équipe de la USHL t'avait offert la possibilité d'aller représenter ton pays. Dans le fond, c'était un peu ton choix. J'imagine que tu ne regrettes pas l'expérience, là. Non, aucunement. Ça a été une expérience du début à la fin. C'était extraordinaire, très bien. Très bien organisé par Équipe Canada, puis les gens de la IHF au Texas. Puis c'est sûr que c'était différent avec le COVID. On était confinés à nos chambres d'hôtel pas mal, quasiment 24 heures sur 24. Mais il reste que si c'est le prix à payer pour gagner une médaille d'or, je le ferai à chaque jour. Écoute, moi, j'ai dit en ondes, on a la chance de présenter ce tournoi-là depuis plusieurs années. J'ai dit en ondes que c'était probablement la meilleure équipe canadienne là, que le Canada a envoyée à ce tournoi-là. C'est la 4e médaille d'or dans l'histoire. Vous avez eu une fiche parfaite, 51 buts en 7 matchs. Si on ajoute le match préparatoire que vous avez joué, c'est 56 buts en 8 matchs. Ça a été vraiment un rouleau compresseur, là. Oui, on savait en partant qu'on avait une bonne équipe, mais tu sais jamais jusqu'à temps que tu joues ton premier match. Puis on a parti ça fort en match préparatoire contre la Finlande, gagnant 5-1. Puis ensuite, on pensait que la Suède était pour avoir un gros match serré. Puis finalement, ça a été tout le contraire. Pas un grand match de la Suède, puis un très bon match de notre part. Fait que ça a donné un match avec un assez grand écart. Puis ensuite de ça, on a vraiment pris notre envol. Puis jusqu'en finale, on n'a pas tiré de l'arrière jusqu'à temps qu'on affronte les Russes. Je vais revenir sur ce match-là, justement, contre la Suède, parce que la veille, on avait parlé à Shane Wright, puis on était tous d'accord pour dire que c'était le test en partant contre la Suède. Le fait que vous avez gagné ça 12-1, on a senti après ça, dans le match suivant, que ça a été peut-être plus difficile. Est-ce que vous avez pensé peut-être que c'était pour être trop facile? Ben, je ne penserais pas. Tu sais, les coachs, on a eu des meetings, puis on disait ça n'arrivera pas tout le temps. Puis, tu sais, le goaler de la Suède n'a pas connu un très bon match. Les lancers qu'on faisait rentrer. Puis, on a eu des meetings. Puis, c'était ça le piège pour nous, pas tomber dans ce piège-là. Peut-être qu'on a mis un pied dedans. Le match ensuite, je crois que c'était contre la Lettonie, puis on a gagné 4-2. Ouais, c'est sûr que 4-2 contre la Lettonie, c'est pas extraordinaire. Mais au moins, il reste qu'on ne l'a pas échappé. Puis dans ce tournoi-là, ben, c'est sûr que c'est le fun de gagner par beaucoup de buts, mais une victoire, c'est une victoire. L'expérience là-bas, quand tu es arrivé au début, je pense qu'on t'a fait jouer avec Brent Clark. Après ça, tu as changé un peu. Tu as même raté un match à un certain moment, je pense, pour une petite blessure. Toi, personnellement, comment tu as vécu si tu regardes l'ensemble de ton jeu puis tout ça, là? Moi, mon tournoi a été de mieux en mieux plus que le tournoi avançait. J'ai gagné de la confiance en plus que les matchs avancés, je te dirais. Tu commences à connaître plus tes teammates, le partenaire avec qui tu joues. On jouait à 7 défenseurs la plupart des matchs. On a joué un match à 8, je pense. Fait que nos partenaires de défense changeaient souvent là, à 7 défenseurs. Puis tu commences à jouer avec tout le monde, puis tu commences à connaître les tendances de tout le monde. Puis ça l'aide vers la fin du tournoi à bâtir une chimie, là. Est-ce que tu sentais que tu étais plus, je vais prendre l'expression anglaise, en game shape que certains de tes coéquipiers de l'Ontario qui n'avaient pas joué de l'année, hein? Non, pas vraiment. Les gars, ils s'entraînent, ils se tiennent en forme. Peut-être que oui, c'est pas pareil jouer un match. En même temps, moi, si encore des matchs préparatoires, puis tous les matchs que j'ai joués cette année, c'était avec le tournoi, j'ai quasiment joué 60 matchs cette année. Ouais. C'est sûr que c'est un niveau peut-être de fatigue un peu qui s'implique là-dedans. Mais je pense que les gars, on avait des entraînements en Zoom pour se préparer là-dessus, puis on était tous prêts à gagner. On s'entretient avec Guillaume Richard, gagnant de la médaille d'or avec l'équipe des moins de 18 ans depuis le Nebraska. Guillaume,
Quel impact ça va avoir, ce tournoi-là, tu penses, sur ta prochaine séance de sélection? Je veux dire, tu as eu la chance de jouer, là, on a vu les estrades à un certain moment dans le petit aréna où vous jouez, c'était presque juste des dépisteurs et des directeurs généraux. Ça ne peut pas te nuire, là. Non, c'est sûr que c'était une fenêtre d'opportunité incroyable pour nous, les joueurs. Puis en gagnant ce tournoi-là, c'est sûr que ça va peut-être nous aider un petit peu pour les recruteurs qui vont regarder puis ils vont voir qu'on a gagné la médaille d'or. Ben, peut-être. Mais en même temps, moi, on va voir ce qui va se passer au repêchage. Là, ma saison est finie, fait que là, il me reste juste à attendre. Puis j'ai vraiment hâte. Puis on va voir ce qui arrive. Puis à partir de là, on va voir. Oui. Juste faire une parenthèse, qu'est-ce qui se passe avec ton équipe dans la USHL? On a perdu en 3 matchs notre première série. C'était des 2-3. On a gagné le premier match, perdu en prolongation, le deuxième, et perdu 4-3 le troisième. Donc, notre saison est terminée. Donc là, je prépare mon retour au Québec. C'est assez quand même compliqué avec le COVID. Là, je suis en train de faire ça. Ça, c'est un peu la partie un peu décevante. Tu étais sûr probablement qu'en revenant, tes séries ne seraient pas terminées, là, c'est ça? Oui. Non, c'est ça, effectivement. J'ai regardé les matchs de la deuxième ronde hier dans la USHL. Puis si on était encore dans les séries, je serais revenu pour le deuxième match de la série vendredi. Okay. Mais c'est le hockey, hein, on ne sait jamais ça faisait partie du risque de partir, mais honnêtement, je ne peux pas dire que je regrette d'avoir été gagné l'or avec le Canada. On revient au tournoi. Il faut que tu me parles un peu de ces deux bonhommes-là, le Shane Wright, Connor Bedard. Et, écoute, ils nous ont éblouis, là, 16 ans, 15 ans. Même Shane qui a été nommé capitaine. Parle-moi de ces deux bonhommes-là. Là, comment tu as appris à les connaître parce que tu ne les connaissais pas vraiment avant ce tournoi-là que tu nous avais dit. Oui, c'est sûr. Shane, c'est un leader incroyable. Même à 16 ans, il est bon avec les coéquipiers, il est bon dans la chambre, il fait tout bien. C'est pas nécessairement un grand parleur, mais par son exemple, on n'a pas le choix de le suivre, surtout avec les points qu'il met sur le tableau, puis comment il se promène en dehors de la chambre. Connor, moi, j'avais jamais vu jouer Connor Bedard, puis je savais pas à quoi m'attendre, puis honnêtement, il est incroyable. Le niveau de skill qu'il a, sa vision de jeu, les jeux importants. Je te dirais que plus que les matchs étaient importants, plus qu'il s'est présenté pour nous. Il y a eu un gros but en finale, puis c'était vraiment une grosse partie de notre équipe. Tire du poignet, tire du revers dans la partie supérieure. Ce pas tous les joueurs qui ont l'habilité de faire ça à 15 ans là, en plus. Là, effectivement. Oui, effectivement. Il ne se sent pas intimidé, même s'il joue avec des plus vieux, puis tout ça. Tu n'as pas senti est-ce qu'il avait l'air timide un peu? Est-ce qu'il avait l'air. Je dirais, peut-être au début, il était un petit peu timide, mais plus que le tournoi avançait, peut-être c'est pour ça que plus que le tournoi avançait, mieux que ça l'a été pour lui. Mais non, il a vraiment bien mélangé avec l'équipe. Puis à la fin, on était toute une famille à la fin. Puis c'est pour ça, d'après moi, qu'on a gagné le tournoi. Les joueurs qui ont participé à ce tournoi-là, vous allez être des candidats dès cette année, au pire pour l'année prochaine pour Équipe Canada Junior. Toi, j'imagine que c'est quelque chose qui fait partie des expériences que tu aimerais vivre. Là? Non, c'est sûr qu'avoir une lettre pour aller faire le camp d'Équipe Canada Junior, c'est quelque chose que tous les jeunes Canadiens veulent. Ensuite de ça, là, comme j'ai dit, ma saison est finie, j'ai plus rien à faire. L'année prochaine, on va commencer une bonne saison à l'Université du Maine, puis on va voir ce qui va arriver avec ça. Tu entrevois ça comment? C'est un autre gros step, un autre changement pour toi, mais avec ce que tu as vécu cette année, tu vas être probablement plus prêt à ça là, pour l'an prochain, là, quoi? Oui, non, c'est ça. Puis, non, j'ai vraiment hâte. Ça va être une nouvelle opportunité pour moi dans NCAA. C'est une très bonne ligue. Fait que j'entrevois ma saison à grands pas. Puis, j'ai vraiment hâte. Oui. Écoute, on va te souhaiter bon retour au Québec. C'est pour quand exactement, là? Mon vol est cédulé pour mercredi. OK. Fait que là, ça s'en vient quoi chez tes parents, puis c'est la quarantaine pour une couple de jours? Premièrement, il faut que je fasse un test du COVID avant de partir. Puis ensuite de ça, là, il faut techniquement que je reste 3 jours à l'hôtel. Ah ouais. Puis ensuite, que je puisse retourner à la maison. Fait que c'est quand même assez compliqué.
Tout est compliqué. Ben, Guillaume, Ouais. félicitations encore. On a suivi ce tournoi-là avec intérêt. C'était le fun d'avoir au moins un de nos représentants qui était là. Puis je pense que tu vas en tirer beaucoup de positifs. Merci encore d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Ça fait plaisir. Alors voilà donc Guillaume Richard qui sera un espoir. Il était classé comme la cote B avant le tournoi, donc un espoir de deuxième ou de troisième ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale en 2021. Évidemment, là, le tournoi qu'il a disputé va peut-être l'aider à gagner des points aux yeux des recruteurs de la Ligue nationale. Ce sera intéressant à surveiller. J'ai oublié de vous mentionner tantôt, on a fait connaître le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est Alex Turcotte, cet espoir des Kings de Los Angeles qui évolue avec le Rank de l'Ontario. Le Rank d'Ontario, devrais-je dire, 3 buts, 3 passes en 3 matchs cette semaine pour cet espoir repêché au 5e rang en 2019. Vous mentionnez des petites nouvelles en terminant. Premièrement, dans le match entre Victoriaville et Boisbriand, c'est toujours 0-0. On est en deuxième période. Alors évidemment, au moment où on enregistre la web diffusion, là, il est un petit peu passé 14 heures en ce 10 mai 2021. Le résultat va être connu, évidemment, à surveiller. On sait que l'Armada a gagné le premier match de cette série, mène 1-0. Ce soir, les Remparts de Québec font face à l'élimination face aux Saguenayens de Chicoutimi. Nouvelle triste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette semaine, le décès de Jean-Luc Faneuf. Qui est Jean-Luc Faneuf? Ben, premièrement, c'est un membre du Temple de la renommée de la LHJMQ. Il avait été intronisé en 2014. C'est un bonhomme qui a joué dans les années 70 avec le Bleu-Blanc-Rouge de Montréal. Il avait obtenu des saisons de 40, 85 et de 151 points. Pour un gars de 5 pieds 8 pouces à l'époque, c'était assez rare qu'on voyait ça. Il a été un choix de 7e ronde avec les Red Wings de Détroit en 1975, mais a décidé de mettre le hockey de côté pour une carrière en médecine. Alors malheureusement, il est décédé. On offre nos sympathies là, à tous ses proches, toute sa famille. Et la LHJMQ perd un de ses membres du Temple de la renommée. Et, comme je le disais, il avait été intronisé la même année que Patrice Brisebois, notamment en 2014. Donc Jean-Luc Faneuf qui est décédé. Comme je le fais à chaque semaine, en fin d'émission, quelques éphémérides, question de nous ramener un petit peu dans le temps. Alors, nous sommes le 10 mai. Ça va vite, des fois, vous allez voir pourquoi. Le 10 mai 2013, donc il y a 8 ans aujourd'hui, les Moussets d'Halifax remportaient la première Coupe du Président de leur histoire avec Dominique Ducharme comme entraîneur-chef, lui qui dirige maintenant le Canadien. Et c'est surtout ce soir-là que Stephen McCauley a gagné une 3e Coupe du Président de suite. Et il allait par la suite remporter aussi une autre Coupe Memorial avec les Moussets d'Halifax, lui qui l'avait gagné avec les Sea Dogs de Saint John aussi. Stephen McCauley est le joueur qui a probablement gagné le plus de matchs dans sa carrière junior. Il a joué pour Saint John, pour Halifax et a connu des saisons exceptionnelles au cours de son passage dans la LHJMQ. Alors ça, c'en est une des éphémérides. Et le 11 mai, l'an passé, on avait fait un reportage avec lui parce que ça faisait 40 ans, donc ça fait 41 ans cette année. Robert Savard, qui avait marqué le but gagnant de la Coupe Memorial, de 1980 avec les Royals de Cornwall. Et il est le seul joueur qui a gagné 3 Coupes Memorial à avoir joué dans la LHJMQ. Parce qu'il a gagné 2 Coupes Memorial pour les Royals de Cornwall avec des équipes de la LHJMQ lorsque les Royals étaient dans le circuit Courteau, avant de déménager en 82 avec les Rangers de Kitchener. Les 3 autres joueurs qui ont gagné 3 Coupes Memorial, ce sont des gars des Blazers de Kamloops, Darcy Tucker, Tyson Nash et Ryan Oska. Alors, Robert Savard, c'en est un là, qui a marqué l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il avait notamment marqué ce but gagnant en prolongation de la Coupe Memorial de 1980. Alors voilà, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à vous proposer cette semaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera notre dernière de la saison de Sur la glace et ça va coïncider aussi avec la 100e émission de l'histoire. Donc, on va faire le bilan de tout ça la semaine prochaine. En espérant que tout va bien se passer là, pour la bulle de la LHJMQ à Québec et celle de Shawinigan également. Et on fera le bilan également de la saison du Rocket de Laval la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous que je vous fixe pour la 100e émission de Sur la glace. À nouveau, je remercie mes invités aujourd'hui qui sont toujours très disponibles. Michael McNiven du Rocket de Laval, Guillaume Richard de la formation canadienne des moins de 18 ans, Patrick Guay des Islanders de Charlottetown. Je remercie également l'équipe, à la technique, Alex Gagnon qui était là cette semaine, à la recherche, Christian Daou à la coordination,
Luc Dansereau. Merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.